Fiona Mill, vous vivez en montagne, à 1100 mètres d'altitude, dans le massif de Beldon, mais vous venez d'une famille de mineurs, du côté de Hénin-Beaumont, à Montigny en Ostremont. Et vous faites une comparaison étonnante entre la fin du charbon dans le nord de la France, dans les années 60, et la fin de la neige qui va arriver en montagne. Expliquez. Tout à fait. Donc moi, mon arrière-grand-père était mineur et dans le bassin minier, j'ai même envie de dire des années 60 jusqu'aux années 90, on a connu vraiment la fermeture des mines, un choc brutal, parce qu'il faut se dire que c'était toute une économie, mais aussi toute une fierté pour des habitants d'un territoire. Et donc, on dépendait de l'or noir. Et dans mon livre, moi, j'articule cette question de l'or noir avec l'or blanc, la neige et l'industrie du ski, parce que finalement, nos territoires alpins, nos territoires montagnards sont aussi confrontés justement à un enjeu de bifurcation de leur modèle économique. Mais à la différence de l'or noir, on aurait peut-être pu anticiper davantage la fermeture de certaines stations, le devenir de ces territoires. Et puis moi, je l'espère encore aujourd'hui, c'est que je pense que dans les territoires de montagne, on a véritablement peut-être un coup à jouer pour éviter le choc brutal qu'a été la fermeture de mines d'un point de vue économique, mais vraiment d'un point de vue culturel. Ça a été terrible dans le Nord. On se sentait d'un coup dévalorisé. Et je pense que dans les Alpes, on a tellement de richesses naturelles, de richesses humaines, qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a encore une petite fenêtre de tir pour prendre un virage, accompagner des fois la transition, la bifurcation. Et moi, je souhaite qu'on la prenne le plus possible et qu'on n'essaye pas de retarder le problème pour se prendre un mur qui, lui, serait violent. Alors, le grand facteur qui va faire cette mutation, dans le cas du charbon, c'est l'économie. Ça n'était plus rentable face au pétrole de l'époque. Là, dans le cas de la neige, de l'or blanc, de la montagne, c'est le changement climatique. En quoi ça joue? Comment est-ce que le changement climatique se perçoit-il déjà en montagne? Alors, en effet, le changement climatique, on dit souvent que les montagnes sont des sentinelles du climat. Et c'est évident. Dans les Alpes, on est déjà à plus de degrés de réchauffement. Donc, le changement climatique, c'est ici et maintenant. Plus de degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc, les effets, ils sont là, ils sont bien présents, ils sont visibles à l'œil nu, ils sont perceptibles dans les chairs. Et donc, on parle souvent de ski et d'économie touristique parce que c'est là où y a un impact concret sur des emplois. Mais c'est pas que ça. Bien évidemment, il y a le sujet de la neige. La neige, c'est un très bon thermomètre parce que finalement, quand il fait moins 1 degré, on a la magie de la neige, des flocons, on est tout émerveillé. Quand on est à plus 1 degré, on a la pluie qui nous dérange fortement. Donc finalement, la neige, elle rend visible les propos de Valérie Masson-Delmotte qui aime bien rappeler que chaque demi-degré compte. Bah oui, en effet, chaque demi-degré compte et on le voit bien en montagne. Mais ces effets du changement climatique, ils vont aussi impacter notre agriculture. On voit bien déjà en 2025 les effets des sécheresses sur les pâturages, sur les estives, où on est bouleversé, j'ai envie de dire, dans le calendrier des estives. C'est un impact sur les glaciers, donc sur la ressource en eau. C'est un impact sur les risques naturels et donc sur l'habitabilité des territoires. Bref, le changement climatique, il est totalement en train de bouleverser nos manières de vivre en montagne. Et ça, c'est une période de bascule qui est difficile à vivre, qui crée beaucoup d'incertitudes, qui crée de l'anxiété chez les habitantes et les habitants des territoires de montagne. Et donc, on est vraiment dans une situation où il faut repenser, réinventer nos manières de vivre dans ces territoires. De moins en moins de neige, aussi un problème d'eau qui devient crucial. Et ce qui est très étonnant, parce que, par exemple, les Hautes-Alpes, vous l'écrivez dans Réinventons la montagne, et un département où il y a 2 fois plus d'eau de pluie que dans le reste, dans les autres départements français. Ouais. Et en fait, là, on commence aussi à voir en montagne, dans les Alpes et dans les Pyrénées, des problèmes d'eau. Comment ça s'explique et en quoi c'est lié d'ailleurs aux glaciers? Alors, on a la chance, en fait, dans nos territoires de montagne, c'est qu'on a des stocks naturels d'eau douce. On a la neige. Et en effet, si le manteau de neigeux se réduit, c'est autant de stocks d'eau qu'on n'aura pas pour laisser au printemps et quand la neige fond. Et puis, bien évidemment, on a les glaciers. Et ces deux, la neige plus les glaciers, ce sont des ressources d'eau qui sont incroyables. Si je prends l'exemple des glaciers, 2025, c'est l'année internationale de préservation des glaciers. Donc, il y a vraiment un enjeu de sensibilisation sur le sujet. Je vais prendre l'exemple des glaciers pyrénéens. En 2000, il y avait 44 glaciers dans les Pyrénées.
En 2025, on n'en a plus que 15. En 2035, les glaciologues disent tout simplement qu'il n'y aura plus de glaciers dans les Pyrénées. Si on va dans les Alpes, depuis l'ère industrielle, les glaciers alpins, ils ont perdu 50% de leur volume. Voilà, on est sur une exponentielle négative concernant la disparition des glaciers. Et bien évidemment, ces glaciers qui disparaissent, à la fois, ce sont des écosystèmes fabuleux, j'ai envie de dire d'une beauté incroyable qu'on a fait disparaître du fait de nos émissions de gaz à effet de serre. Et ce sont aussi des impacts très concrets dans nos vies. Si je prends l'exemple des Hautes-Alpes, bien évidemment, on peut faire le lien entre les glaciers des écrins qui sont en train de fondre, qui vont couler petit à petit normalement dans nos ruisseaux, dans nos cascades, qui vont venir alimenter nos cours d'eau, qui vont venir par exemple alimenter le lac de Serponçon, lac qui permet la production hydroélectrique, qui permet d'alimenter toute la région PACA en eau pour les cultures de fruits, de légumes, etc. Donc, bien évidemment, nous sommes dépendants aussi de ces glaciers pour vivre. Et dans le monde, quand on regarde les enjeux des glaciers, si je ne me trompe pas, c'est 2 milliards de personnes, je crois, qui dépendent des glaciers pour vivre. Donc, c'est considérable. Et en même temps, au niveau international, c'est l'équivalent de 3 piscines olympiques de glace qui disparaissent chaque seconde. Donc, on est en train de vivre un effondrement de ces écosystèmes glaciaires. À la fois, la première cause, c'est quand même nos émissions de gaz à effet de serre. En même temps, le pas de temps, même si on changeait tout de suite en 2025, malheureusement, ça inverserait pas le cours des choses. Par contre, on peut essayer de ralentir la disparition de ces glaciers. Et puis, il y a aussi l'enjeu de préservation de ces écosystèmes glaciaires, parce qu'il y a aussi de la vie là où il n'y a pas que de la vie humaine, mais il y a de la vie animale, végétale. Puis, bien évidemment, ils ont un rôle dans l'équilibre du monde. Ça, on le sait, on commence à le savoir depuis longtemps quand même. Ça fait pas loin de 20 ans que l'idée que le changement climatique va altérer l'écosystème alpin qui subit un réchauffement plus rapide que le reste, par exemple, de la France. Et pourtant, tout semble continuer comme avant. Ils ont trouvé les canons à neige artificielle qui sont partout. Dès que ça neige un petit peu, comme l'année dernière, en 2024, il me semble, il y a eu pas mal de neige. On va voir ce qui va se passer en 2025-2026. Mais le ski redémarre, on a même rouvert des stations. Donc, on a l'impression d'un système qui continue sans que rien ne soit entendu. C'est comme si la sentinelle dont vous parliez criait, agitait son drapeau, et puis que tout le monde disait on continue comme avant, ça n'a aucune importance. Comment vous expliquez ce blocage ? Oui, tout à fait. Alors, certains parlent de sentier de dépendance. On n'arrive pas à sortir du sentier. Pourtant, en effet, la sentinelle du climat nous le rappelle. Et même, j'ai envie de dire, d'un point de vue économique, il y a aussi de gros enjeux qui jouent actuellement. Il y a de nombreuses stations qui ne sont plus rentables et qui sont en train de fermer, tout simplement parce que des collectivités sont en train de s'endetter pour accompagner le ski, alors que économiquement, on s'en sort plus. Et d'ailleurs, il y a eu un rapport de la Cour des comptes en février qui disait mais 25% du chiffre d'affaires de la majorité des stations, c'est de l'argent public. Il n'y a pas beaucoup d'économies qui soient soutenues à 25% d'argent public. Donc, il faudrait peut-être, là on parle du budget de la France, il faudrait peut-être arrêter de subventionner tout ça. Exactement, et du coup on doit se dire, mais pourquoi on continue en effet à subventionner des canons à neige, des retenues collinaires, la montée en altitude de certaines stations pour pouvoir continuer à skier. En fait, on est en train de s'entêter dans un modèle économique qui est une impasse. Alors, pour certains territoires, c'est encore rentable. Je pense par exemple aux grandes stations de Tarentaise, mais pour plein d'autres territoires, c'est pas le cas. Alors pourquoi on a du mal à pas en sortir ? Je pense qu'il y a une dimension culturelle. On est attaché à la pratique du ski, à l'économie du ski, et ça peut se comprendre. C'est agréable, la glisse. Ça a permis aussi pour beaucoup de territoires, des fois, de sortir d'une économie plutôt de pauvreté, à des familles de s'installer, à pouvoir vivre sur un territoire, à des villages de se développer. Donc, ça, c'est le passé. On ne va pas revenir sur le passé, mais on peut le comprendre. Par contre, aujourd'hui, en effet, en 2025, pourquoi on continue à investir dans une impasse ? Ça, c'est une question. Et donc, je pense qu'il faut véritablement aujourd'hui travailler sur
des nouvelles perspectives. Quelle doit être l'économie de demain en montagne? Comment on rend des montagnes qui soient vivantes et préservées dans les prochaines décennies? C'est un enjeu qui est majeur. Et aujourd'hui, on a du mal à enclencher cette réflexion parce que finalement, dans les années 60, l'économie du ski, elle a presque été facile. En fait, il y a eu le plan neige qui s'est déployé. On a donné de l'argent à des territoires pour qu'ils puissent développer cette économie. Aujourd'hui, en 2025, on voit bien que l'économie, elle a un coup dans l'aile, qu'il faut faire autrement, mais il n'y a pas de recette magique pour faire autrement. Il n'y a pas de modèle économique qui soit aussi rentable que l'industrie du ski. Et du coup, on est un peu en panne de créativité et on est tous en train de se regarder en disant mais comment on va faire, quoi. Alors, on va venir à et si on réinventait et on va laisser libre cours à votre créativité, mais je reste un petit peu sur la question, pourquoi est-ce que ça ne bouge pas? Alors qu'en plus, vous l'avez rappelé, ça coûte à la France à un moment où on devrait faire des économies budgétaires. Est-ce que ça n'est pas lié au fait que la prospérité des montagnes par le ski dépend des riches? Il n'y a que environ 9% des Français qui vont faire du ski en hiver. C'est l'Observatoire des inégalités qui nous le dit, dont c'est 20% des cadres et 17% des hauts revenus qui y vont, alors que pour les catégories populaires, les ouvriers, les employés, c'est seulement 6%, et vraisemblablement ceux qui sont autour des stations de ski. Donc, est-ce qu'on ne maintient pas ce système absurde parce que ça fait plaisir aux riches qui, eux, vont pouvoir monter à Courchevel, etc., où il y a encore de la neige, quoi. Oui, bien sûr. Moi, j'ai très peur d'une montagne à deux vitesses. C'est-à-dire qu'en effet, les petites stations de moyenne montagne, qui sont plutôt des stations familiales, sont en train de fermer. Mais en parallèle, les stations, elles, de haute altitude, jouent sur le marché international. Et l'objectif, c'est plus de faire apprendre aux jeunes de la vallée à découvrir le ski et à se mettre au ski. C'est essayer d'aller chercher une clientèle brésilienne, une clientèle de différents pays du monde pour venir skier en France. Il y avait d'ailleurs eu un article cet hiver qui disait les Américains viennent désormais skier en France parce que ça leur coûte moins cher de faire l'aller-retour jusqu'en France en avion pour venir skier plutôt que de skier dans leur station. Ah ouais. Bon, moi, ça me rend pas fière de nos territoires de montagne. Et je pense qu'on pourrait faire des choses plus intéressantes. Mais en effet, il y a presque cette montagne à deux vitesses qui est en train de se jouer. Si on prend l'exemple de Val d'Isère, le prix au mètre carré, c'est 12 000 € le prix au mètre carré. Enfin, c'est plus cher que Paris. Donc, on est en train de créer en effet une bulle, une bulle financière dans certains territoires où il y a encore de l'argent à se faire. Donc, il y a aussi des enjeux, aussi des intérêts économiques qui sont évidents dans certains territoires, notamment du fait de l'activité immobilière. Il y a encore une bulle de spéculation immobilière en montagne, mais ça ne concerne pas tous les territoires. Si on va dans les Pyrénées, dans les Vosges, dans le Jura, dans le Massif central ou chez moi dans Beldon, aujourd'hui, le ski coûte plus qu'il ne rapporte. Est-ce que cette bulle, ça ne signifie pas aussi que ça a des effets sociaux très concrets? C'est-à-dire que les personnes qui vont travailler pour ces très riches ne peuvent plus se loger. J'imagine que le gars qui fait la remontée mécanique ou qui est au bar de l'hôtel ou qui tient le commerce, il ne peut pas vivre à Val d'Isère quand le prix du neuf est à 12 000 € le mètre carré, comme vous venez de le dire. Et tout à fait, ça devient même l'une des premières préoccupations des habitants des territoires de montagne. C'est que c'est un besoin essentiel, en fait, d'avoir un toit sur sa tête et de pouvoir se loger là où on travaille. Mais on est dans des situations où l'accès au logement, et je ne parle même pas de l'accès à la propriété, l'accès au logement devient impossible. Là, il y a une étude INSEE qui vient de sortir sur l'évolution du logement justement dans la région PACA. On y apprend que 2/3 des logements sont des résidences secondaires. Bon, on a un vrai problème à ce niveau-là. C'est que, certes, nos montagnes sont très attractives. On a envie d'avoir justement un pied-à-terre à la montagne. Mais le problème, c'est que ça vient en concurrence directe avec une capacité de vivre à l'année. Et donc, en effet, on est en train de se mettre un peu des nœuds au cerveau sur comment on va permettre à des jeunes et à des moins jeunes de pouvoir vivre là où ils travaillent. C'est une priorité aujourd'hui pour nos montagnes. Donc, une des clés, d'ailleurs, de la réinvention de la montagne, ça serait aussi, comme dans plein de domaines, de réduire fortement les inégalités. Bien sûr. Évidemment. Et pour moi, il y a sur deux enjeux. À la fois, l'accès à la montagne, l'accès à la nature doit fortement rester ouvert à toutes et tous. Or, on voit bien une privatisation, finalement, de l'accès à cette montagne, qui va se traduire, par exemple, par le prix d'un séjour à la montagne. Et puis,
pour celles et ceux qui vivent à l'année. Comment on ne se retrouve pas à avoir une population qui vieillit ou qui baisse? Je reprends l'exemple de la région PACA dans les territoires de montagne ou de certaines villes comme la Clusaz, le Grand Bornand, Chamonix, qui sont des villes où la population est en train de baisser et vieillir, tout simplement parce que ça devient trop cher d'y habiter. Toutes ces régions, elles votent à droite ou je me trompe? Il y a en effet, pas toutes ces régions, mais il y a une augmentation du vote à droite ou même Rassemblement national dans ces territoires. Comment vous l'expliquez? Parce qu'à la fois, en effet, il y a ces questions d'inégalité, il y a ces enjeux de conservatisme, et en même temps, des fois, ce que je trouve dommage, c'est que ces votes, ils reflètent pas, des fois, certaines dynamiques dans des territoires, des dynamiques citoyennes, des dynamiques associatives qui grouillent de partout. Donc, et en montagne, en tout cas, il se passe des enjeux sociaux, sociétaux qui ne reflètent, enfin, qui sont bien réels, et que des fois, un peu l'image d'Épinal de la montagne, belle, calme, où tout se passe bien, où c'est un monde idyllique. Bon, sur le terrain, c'est pas totalement ça. Je vais faire un très mauvais jeu de mots, mais il y a une lutte des glaces en montagne. Oui. J'ai envie de dire, sur l'accès à la montagne, il y a un exemple très concret qui montre que cette montagne est de moins en moins populaire. C'est le retrait des colonies de vacances. Auparavant, dans les années 60-70, il y avait vraiment un mouvement d'éducation populaire et d'accès à la nature pour les jeunes, que ce soit les comités d'entreprise ou même les départements d'Île-de-France qui allaient financer des projets pour que les jeunes puissent aller en montagne. Aujourd'hui, on n'en est plus du tout là. Et donc, pour moi, ça, c'est une vraie question. C'est d'un point de vue de l'argent public, est-ce qu'on préfère aujourd'hui soutenir des canons à neige pour une activité qui concerne à peine 10% des Français, ou est-ce qu'on préfère soutenir un tourisme populaire pour faire découvrir la montagne, sa beauté, ses richesses et sa fragilité? Ça devrait être vraiment une priorité politique pour moi, d'aller vers la deuxième trajectoire. Alors, les promoteurs de la montagne vous diront mais on progresse, le canon à neige nous permet de faire des choses. Ils ont même inventé une nouvelle technique de neige artificielle qui est la Snow Factory. J'ai vu ça à Superbès, qui est une station dans le Puy-de-Dôme, enfin en Auvergne, près du Puy du Sancy. Et ils ont inventé une Snow Factory qui consommerait moins d'eau. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pas une solution au problème? Non, bien évidemment. On est vraiment dans la maladaptation au changement climatique. C'est toujours, on essaye de faire reculer le problème pour pas voir qu'on a une plaie qui est de plus en plus grande, et du coup on met des pansements, mais par contre cette plaie elle s'agrandit. Et donc l'idée de la Snow Factory, c'est on va faire des stocks de neige qu'on va essayer justement de neige artificielle qu'on va essayer de stocker dans le froid pour pouvoir utiliser ensuite. C'est comme actuellement le fait de essayer de produire de plus en plus de la neige artificielle à des températures positives de plus en plus élevées. On est en train d'investir de l'argent, notamment au niveau européen, pour faire de la recherche sur ces sujets-là. Je trouve que c'est totalement aberrant. C'est aberrant d'un point de vue écologique. On le sait, la question de l'eau, de l'énergie pour produire de la neige artificielle et l'impact sur les milieux naturels. C'est pas vrai que quand on pompe de l'eau à un endroit et qu'on la met n'importe où, c'est le grand cycle de l'eau qui fonctionne. Donc, il y a un impact sur la ressource en eau. Il y a un enjeu économique parce que tout cela coûte très cher, mais il y a aussi une question de sens. C'est qu'il y a un moment, pour moi, ce que j'aime dans l'idée du ski, c'est que d'un coup, je me lève le matin, j'ai de la neige ou il neige, je me dis génial, je vais sortir mes skis, je m'en vais dans la montagne, il y a de la pente, je glisse. Par contre, aller dans un endroit où la montagne, elle est toute verdâtre, jaunâtre, mais il y a juste des bandes de neige artificielle avec des canons à neige qui sont de partout. Désolée, mais il n'y a rien de féerique dans tout ça. Donc, à un moment, même en s'entêtant dans une impasse, on ne va pas faire rêver grand monde. Reporter, le quotidien de l'écologie. Fiona Mills, on peut faire autrement, en fait, que ce que sont en train de faire les riches, les bloqués, les conservateurs, ceux aussi qui, pour des bonnes raisons, parce que c'est difficile de changer, il faut l'accepter, c'est difficile de changer des habitudes culturelles qui se sont créées en 50, vous disiez 1960, c'est 60 ans. Donc voilà, il faut tenir compte de ça absolument. Mais il y a des choses qui se passent et il est possible de faire autrement. Alors,
réinventer la montagne. Et si on réinventait la montagne, comment on ferait, Fiona Mill? Je pense qu'on sortirait un peu de nos œillères et qu'on essaierait de regarder un peu déjà tout ce qui bouge sur les territoires de montagne. Parce que ce qui est à la fois porteur d'espoir, d'envie, de dynamique, c'est que des initiatives qui soient des initiatives entrepreneuriales, associatives, politiques, il y en a quand même un paquet dans les territoires de montagne. Je pense par exemple à la démultiplication des fois de tiers-lieux pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des activités artisanales qui puissent se développer sur certains territoires. C'est par exemple le cas de la Jolie Colo dans le Vercors. Ils se sont dit, on a des anciens bâtiments, on manque d'artisans sur le territoire et surtout d'espace pour faire de l'artisanat. On va investir là-dessus, des initiatives. Qu'est-ce qu'ils font précisément? Décrivez, en fait, c'est intéressant. On va, dans ce lieu, donc, qui était une ancienne colonie de vacances, on va retrouver... Qui a été abandonné quand, par exemple? Alors, je présume comme dans la fin des années 80-90, quand toutes ces colos se sont fait abandonner, on va avoir à la fois un espace pour avoir donc de l'artisanat bois. Il y a aussi des personnes qui font leur pain. Il y a des personnes des comptables, en fait, mais qui ont juste besoin d'avoir des collègues. Et en fait, quand on est sur le plateau du Vercors, c'est où on n'a pas forcément envie d'aller travailler à Grenoble. Bref, plein de professionnels, mais il y a aussi de l'accueil culturel, de l'accueil même touristique, des séminaires. Bref, c'est devenu un lieu de vie sur le plateau du Vercors. Par exemple, le village redémarre, il y a des couples qui s'installent, il y a des enfants qui... Et oui, et parce que finalement, on a envie de s'installer en montagne. On a un cadre de vie qui est incroyable quand on vit dans ces territoires. Par contre, l'accès à l'emploi, l'accès aux services, il est rendu bien compliqué. Donc, toutes ces initiatives qui essayent de se déployer dans les territoires, moi, j'ai juste envie de les soutenir. Je vois dans le hameau dans lequel je vis, j'ai la chance d'avoir un restaurant culturel. C'était jusqu'ici... Vous êtes dans le massif de Beldon, vers Revel. À Revel, mais... Le village d'à côté, il y a un nouveau café qui s'est lancé. Dans celui encore d'à côté, un nouveau. On pourrait dire c'est anecdotique, mais non, pas tant que ça, parce que c'est l'âme des villages aussi qui sont en train de revivre. C'est pas des villages qui sont où c'est volets clos, j'ai envie de dire 10 mois sur 12, comme malheureusement certaines stations. C'est pas juste des villages résidences secondaires. C'est pas non plus des villages dortoirs pour citadins. Donc ça, pour moi, c'est très important. Faut appuyer aussi, par exemple, des initiatives comme en Ariège, où c'est l'aine paysanne, par exemple. Vous aviez fait d'ailleurs un article là-dessus avec Reporter. Où on voit que justement, des savoir-faire qu'on avait oubliés, tisser la laine, on essaye de se les réapproprier. Et puis, on fait une coopérative, on met en commun des savoir-faire, des habitants, des acteurs du territoire, et ensemble, on pense quelque chose d'avenir. En fait, j'ai eu la chance avec mon livre de faire 60 rencontres dans des territoires de montagne. À chaque fois, j'étais impressionnée par la créativité des habitantes et des habitants, par leur envie de faire vivre leur territoire qu'ils aiment. Et du coup, ils s'y sentent attachés, donc ils ont envie de faire bouger les choses. Par contre, très souvent, ils se sentent pas soutenus. Ils se sentent pas soutenus parce que médiatiquement, c'est pas eux qui brillent. Ils sont pas à la une de tous les médias locaux ou nationaux. Ils se sentent pas soutenus financièrement parce qu'ils ont pas 25% de leur chiffre d'affaires qui est de l'argent public. Il leur manque ce coup de pouce. Et donc, pour moi, vraiment, aujourd'hui, la montagne, il y a pas tout qui a à réinventer. On part pas du tout d'une page blanche, Ce qu'il faut, c'est mettre en lumière et créer du lien entre déjà toutes celles et ceux qui font déjà bouger la montagne. Mais là, vous l'évoquez, ça revient un petit peu à la question politique une fois de plus. J'allais dire, hélas, pourquoi est-ce que les maires, les élus de ces villages, de ces communautés de communes, de ces cantons, ne voient pas que quand il y a une bande de jeunes qui arrivent et qui réinventent plein de choses et qui créent de la vie et que donc leur village va mieux, ils disent, ok, je vais pousser pour leur donner, par exemple, un soutien budgétaire plutôt que de payer l'énième canon à neige. Pas tous, en effet, parce que je pense qu'il y a un enjeu d'imaginaire. Je vais prendre un exemple très concret, je reviens sur le plateau du Vercors. Il y a eu justement le fameux projet Parker dans le plateau du Vercors. C'est le basketballeur, là. Exactement. On en avait beaucoup parlé dans Reporter aussi. Qui a investi désormais dans l'immobilier de montagne. C'est quoi son prénom? On va l'appeler Tony Parker. Tony Parker, du coup, qui, avec sa société donc d'investissement, a racheté la gestion des stations de Villard-de-Lans et de Corançon en Vercors. Et en contrepartie, vous souhaitez développer un projet touristique haut de gamme, avec de nouveau la création de nouveaux lits touristiques, etc., etc. Suite à l'annonce de ce projet, il y a un collectif qui s'est lancé, Vercors Citoyen, qui a rassemblé plus de 1000 personnes
Pour moi, je trouve que c'est incroyable, 1000 personnes en montagne. Bien évidemment, des habitants du territoire, des acteurs économiques du territoire, mais aussi des amoureuses et des amoureux du Vercors qui se disaient « mais on n'a pas du tout besoin de ça sur le plateau ». Et finalement, ce collectif, il n'a pas fait simplement que s'opposer à ce mauvais projet. Il s'est dit, mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est véritablement penser autrement la vie dans le Vercors, parce qu'en effet, on ne va pas encore faire venir plus de touristes alors qu'on a des enjeux en matière de mobilité. On risque de manquer d'eau, donc on n'a pas besoin finalement d'être toujours dans plus d'attractivité. Et ils ont essayé de proposer des choses alternatives. Par exemple, pour leur station de ski, ils ont proposé une alternative à la délégation de services publics. C'est un gros mot pour dire comment on gère la station de ski dans les prochaines années. Et ben, ils ont travaillé collectivement pendant plusieurs mois, pendant même une année entière, pour proposer quelque chose de très intéressant qui tient économiquement et qui fait du sens pour eux. Et ben malheureusement, ils n'ont pas été entendus par le maire et par les élus locaux, parce qu'ils étaient tout de suite qualifiés comme étant dans l'opposition. Alors que eux, ce qui les intéressait, c'était de réfléchir à l'avenir de leur territoire. D'être dans la proposition. D'être dans la proposition. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a un vrai sujet en montagne et peut-être ailleurs, c'est des questions de posture. Mais en même temps, il me semble que Tony Parker, le projet a été abandonné parce qu'il y a eu aussi une décision juridique. Oui, alors il y avait eu donc une enquête publique où en effet les avis étaient très très majoritairement négatifs, et c'est le préfet de Massif qui a décidé d'arrêter ce projet en se disant il est disproportionné par rapport aux spécificités du territoire. Mais ça veut dire qu'il faut se battre sur les deux terrains. Il faut être dans la proposition. Et puis, il faut enlever les deux lettres et être aussi dans l'opposition. Tout à fait. Je pense quand même que le rapport de force a changé, parce qu'il y avait aussi des gens qui se mobilisaient, qui disaient Évidemment. Non, on ne veut pas y aller. Pour moi, c'est ça vraiment ce qui fonctionne aujourd'hui dans tous les collectifs en montagne, c'est qu'on arrive à s'opposer à des projets du XXe siècle et qu'on arrive à proposer des choses qui soient ancrées dans le XXIe. Vercors Citoyen a réussi à faire les deux, et il y a plein d'autres initiatives aussi qui travaillent avec ces deux jambes, opposition, proposition. Parce que finalement, ce qui est intéressant avec le projet, la fin entre guillemets du projet Parker, c'est que c'est pas juste la fin d'un projet, c'est que ça fait 2 ans que le collectif réfléchit sur comment on pense le tourisme demain sur le plateau, comment on réinstalle un peu de maraîchage et d'agriculture, comment on gère la question de l'eau, comment on gère la question de la mobilité. Bref, ils se sont un peu pris en main pour réfléchir le devenir de leur territoire. Et en effet, grâce à leur mobilisation, grâce à leur force, ils ont réussi à faire en sorte que ce projet n'ait pas lieu. Et peut-être que, ou sans doute même que localement, ils arrivent à changer les esprits à force de discussion. Et les gens disent, ok, Gérard ou Isabelle ou je sais pas qui, il n'est pas si idiot que ça, c'est intéressant ce qu'il propose. Et après tout, oui, ce monsieur Parker, on pourrait peut-être s'en passer. Il crée une dynamique culturelle. On revient à cet imaginaire sur lequel vous insistez. En fait, ils ouvrent des autres possibles. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut réussir à faire pour nos territoires qui sont très concernés par le ski. C'est comment on arrive à avoir d'autres possibles. Je vais prendre un autre exemple qui me tient à cœur, c'est le glacier de la Girose. On est dans les Hautes-Alpes et il y a un projet d'aménagement qui est dans les cartons depuis 10 ans qui s'appelle le 3e tronçon de téléphérique. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer, on est dans un petit village de montagne, très beau, la Grave. Face à nous, on a la Meige, qui est l'une des plus belles montagnes selon moi. Et dans ce territoire, on a déjà un téléphérique qui nous permet d'aller à 3200 mètres pour faire du freeride. C'est un lieu unique en France. Freeride, ça veut dire... Freeride, c'est-à-dire qu'on monte en téléphérique, mais par contre, on ne descend pas sur des pistes damées. On descend dans la poudreuse. Ça s'appelle les vallons de la Meige. Il y a un projet qui est dans les cartons qui vise à faire un 3e tronçon, donc de monter de 3200 mètres à 3600 mètres. Pour ce faire, il faut construire un pylône sur le glacier de la Girose. Donc, il faut bétonner un écosystème glaciaire qui, on le sait, est voué à disparaître. Mais donc, plutôt que respecter ce glacier, on cherche à l'exploiter pour pouvoir monter en altitude et puis là faire du ski damé. Bon, ce projet, nous, on s'est beaucoup mobilisé avec le collectif citoyen La Grave Autrement depuis des années. Aujourd'hui, d'un point de vue juridique, on attend la réponse du juge pour savoir à qui il donnera raison. Mais il y a eu une telle cristallisation des tensions qui fait que dans le village de la Bérarde, certains habitants ne se parlent même plus. Il y a les pro-T3, il y a les anti-T3. Mais ce qu'on voit à chaque fois, c'est que finalement, sur la table, on ne posait jamais les autres scénarios. C'est le T3, c'est le 3e tronçon ou c'est la mort du village ?
Je pense pas. Quand on est face à la Meije, on a d'autres potentiels quand même que juste monter à 3600 mètres pour skier sur un glacier. Et ben, on a réussi à obtenir qu'il y ait une concertation avec les habitants du territoire pour penser d'autres possibles pour ce village et pour cette vallée. Ben, moi, ça me paraît essentiel. Mais il me semble qu'il y avait eu une bataille, il y avait les soulèvements de la terre qui avaient été là. Tout à fait. Qui sont montés, qui ont occupé pendant quelques heures ce lieu. Ça avait été raconté par un reporter. On avait un reporter, un journaliste qui accompagnait. Une fois de plus, on retrouve l'idée. C'est-à-dire que si on en était resté, il fallait faire cette opposition. Ouais. Assez spectaculaire, mais si on en était resté là, on était dans la confrontation et on n'avançait pas. Et donc vous dites, à côté de cette lutte qu'il fallait mener, il y a eu de la mobilisation de terrain, de la mobilisation juridique, du plaidoyer, du travail collectif, et je pense que quand on met tout bout à bout, ben on voit bien que les choses avancent. À chaque fois, dire, mais on peut faire autrement. C'est vrai que ce choix est impossible. Si on vous dit on fait le T3 ou la mort du village, ben, on fait le T3 même s'il y a des désagréments. Voilà. Donc, proposer toujours d'autres solutions. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des sujets, par exemple, sur l'énergie ? Les Alpes sont très ensoleillées. Est-ce que ça ne serait pas une bonne idée d'avoir beaucoup des chalets ou des maisons et des panneaux solaires ? Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée ? Oui, bien sûr. On voit par exemple dans le Briançonnais, il y a même une société d'économie mixte qui s'est créée à Puy-Saint-André. Son maire a été très moteur, Pierre Leroy, à ce sujet, justement pour valoriser l'énergie solaire sur les habitations existantes. Les Hautes-Alpes étant le département, il me semble, le plus ensoleillé de France. Après, ça nécessite en effet de penser l'éco-conception de nos habitations en montagne, aussi de les rénover, etc. Et puis se dire... Comment on trouve le juste équilibre entre la production d'énergie renouvelable sur les bâtis existants et puis ce qu'on voit des fois malheureusement dans le sud de la France, c'est-à-dire ces champs de panneaux photovoltaïques qui, eux, sont très impactants pour les paysages et les milieux. Donc, bien évidemment, il y a des choses à jouer d'un point de vue énergie renouvelable. Dans nos territoires de montagne, on est des territoires quand même d'hydroélectricité, de production d'hydroélectricité. On voit bien que les menaces sur la ressource en eau, c'est aussi une menace énergétique. Là, il va falloir de nouveau à la fois travailler sur la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Et dans le logement, il y a quand même des choses à faire. Parce que quand on vit en montagne, on ne vit pas du tout dans le respect des limites planétaires. On n'est pas à 30 mètres carrés par habitant. On a vraiment cette culture de la grande maison. Et ça, c'est un souci. Donc, il y a un travail à se faire à ce niveau-là sur les logements. Et puis après, repenser leur conception pour essayer d'aller vers des bâtiments à énergie positive et de la production d'énergie renouvelable. Et pourquoi se dit à ces grandes maisons ? Parce qu'il y a 100 ans, il devait faire même plus froid que maintenant et les gens avaient peut-être moins de moyens de chauffage. Comment ça s'explique, ça ? Parce qu'avant l'économie du ski, on était quand même sur plutôt une économie qui était principalement tournée vers l'élevage. Et donc, finalement, on le voit bien, le rez-de-chaussée était dédié aux vaches et un étage au-dessus qui était dédié aux habitants. Et du coup, c'est bien, les vaches, elles nous amenaient de la chaleur. Aujourd'hui, on n'en est plus du tout là. Par contre, dans l'imaginaire qu'on se fait de la montagne, c'est forcément le grand chalet. Et il suffit d'aller des fois voir les nouvelles constructions en Savoie ou en Haute-Savoie pour se dire c'est dommage qu'on n'arrive pas à faire le pas de côté parce que ça ne veut pas dire qu'il faut créer des grandes infrastructures, des grands, recréer des tours en montagne, loin de là. Mais je pense qu'on peut être créatif sur nos manières de repenser l'habitat. Et ça serait quoi alors ? Et justement, se dire ces grands corps de ferme, comment on ne peut pas aller vers de l'habitat partagé ? Moi, dans mon livre, à un moment, j'imagine les Bauges, qui est un massif qui est juste à côté de Chambéry. Dans les Bauges, c'est très difficile pour les jeunes d'avoir accès au logement. Et en parallèle, on a une population qui est de plus en plus âgée et qui aimerait bien justement peut-être penser des formes d'habitat partagé, alors je ne dis pas forcément la colocation, mais le rez-de-chaussée occupé par une personne âgée, l'étage par un jeune couple, ça créerait du lien social. Et puis, d'un point de vue écologique, ça ferait peut-être aussi sens et ça permettrait aux habitants d'avoir un toit sur leur tête. Ma question va vous paraître bizarre. Les gens sont isolés dans les territoires de montagne ? Est-ce qu'il y a de la solitude ?
Alors, il y a l'isolement qui est, bien évidemment, on pourrait dire physique. Quand on vit en territoire de montagne, on est dans un territoire rural, donc un habitat dispersé, auquel se rajoute la contrainte de la pente. Après, moi, je trouve que si je prends mon exemple personnel, je vis à 1150 mètres, on est 15 habitants, mes 14 voisins, je les connais très bien et je pense qu'il y a une vraie entraide. Par contre, comment on n'amène pas une culture individuelle, individualiste dans ces territoires de montagne? Et malheureusement, si dans ces territoires, on se retrouve avec 70, 80, 90% de résidences secondaires où c'est des personnes qui viennent quelques jours ou quelques semaines à l'année, c'est plus difficile de faire collectif, de faire village. À Gérardmer, alors ça c'est dans les Vosges, parce que les montagnes, rappelons-le, ça n'est pas seulement dans les Alpes, ça n'est pas seulement dans les Pyrénées, mais il y a aussi le Jura, il y a les Vosges, il y a l'Auvergne, qui est une autre moyenne montagne. Dans la revue dessinée, c'est un numéro qu'on a fait sur la montagne, avec la revue dessinée, Reporter, il y a un reportage sur Gérardmer, qui donc est une station vosgienne où on fait quasiment plus de ski parce que c'est beaucoup plus bas que, ça doit être à, j'ai peur de dire des bêtises, mais 1000 ou 1100 mètres d'altitude. Mais en revanche, il y a un très beau lac, il y a les Vosges, carte postale, et donc énormément de résidences secondaires, au point que le maire maintenant dit, on va surtaxer les résidences secondaires. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est nécessaire ? Oui, il y a un besoin d'encadrement. Il y a d'autres communes aussi qui l'ont fait, Chamonix, Bourdoisan, de se dire à un moment, en fait, ça va nous étouffer. Parce qu'en effet, notre population, du coup, ne pourra plus vivre. Et donc, si la population ne reste pas, c'est des commerces qui ferment, ce sont des écoles qui ferment, ce sont des services publics qui ferment. Et du coup, c'est la mort des villages et des villes. Donc, il y a un besoin d'encadrement. Il y a eu la loi Le Meur qui a été une première amorce pour engager justement ce travail d'encadrement des résidences secondaires. Par contre, le travail, il est encore conséquent. Et ça se joue à la fois sur le terrain de la réglementation, du prix, l'encadrement du prix au mètre carré, mais aussi sur le terrain culturel. Je pense qu'aujourd'hui, 80% de la population française vit en milieu urbain. On ne peut pas toutes et tous, quand on en a les moyens, avoir le rêve d'avoir son appartement en ville et son pied-à-terre en ruralité ou en montagne. Ça ne sera pas possible. Sinon, les montagnes vont devenir des territoires dortoirs. Donc, là, il faut réussir à travailler vraiment cet imaginaire-là, parce que sinon, on va aller vers un scénario où les montagnes, en effet, seront des refuges climatiques, parce qu'il y fera peut-être un peu mieux vivre que dans des villes étouffantes qu'on n'a pas assez végétalisées. Mais ça n'en fait pas des territoires préservés et vivables. Donc ça, c'est un vrai défi dans lequel on doit tous s'engager. Et il faut réussir à véritablement opérer un changement culturel sur notre rapport à la montagne. Reporter. Le quotidien d'écologie. Fiona Mill, vous voulez réinventer la montagne et vous êtes une très bonne avocate de cette réinvention. On a envie de le faire. Dans vos propos, vous revenez souvent culture imaginaire. En quoi comment est-ce qu'on agit sur l'imaginaire ? C'est pas comme la politique ou comme l'économie, ça paraît compliqué. Comment est-ce qu'on transforme un imaginaire collectif ? En fait, on questionne la vision. Et ça, je pense que ça ne s'impose pas, un imaginaire. Moi, je ne dis pas la montagne, elle doit être comme ça. Et du coup, tout le monde doit penser de cette façon-là. Je pense que l'imaginaire, il se travaille collectivement par, justement, du débat dans les territoires. Et là où je trouve que ça bouge dans les territoires de montagne, c'est justement ceux qui ont pris l'initiative de se dire on a des problèmes, on ne va pas juste gérer le problème, on va prendre le temps de réfléchir collectivement, habitants, associations, élus, services de l'État, etc., sur qu'est-ce qu'on veut pour notre territoire demain, avec lucidité. C'est impératif d'être lucide, mais aussi avec envie. Je pense par exemple à Saint-Pierre-de-Chartreuse, qui a eu ce même souci de la fermeture de la station, des emplois, etc. Et donc, ils ont fait tout un travail avec les habitants pour se projeter dans leur territoire demain. Et finalement, il en est ressorti qu'on n'allait pas arrêter le ski du jour au lendemain, mais progressivement, on allait fermer des zones. Et puis surtout, on allait miser sur la vie à l'année dans le village et pas tant sur le tourisme, en se disant, mais finalement, si on a des commerces qui sont ouverts à l'année,
touristes viendront aussi nous voir. Mais en tout cas, ces décisions, ils les ont prises collectivement et ils ont fait de la prospective. Ils ont travaillé ensemble une vision. Et je pense qu'aujourd'hui, en montagne, et peut-être aussi en France et au-delà, on est un peu en panne de vision. On a du mal à se projeter dans quelque chose qui soit très lucide, sinon on fait l'autruche, ce qui n'est pas intéressant, mais aussi qui nous donne envie. Et donc, on a toujours l'impression de subir. Et si on fait que subir, en fait, on ne change pas, quoi. Donc, voilà, pour moi, c'est une méthode qui m'inspire. Il y a Saint-Pierre de Chartreuse, il y a Métablier, il y en a encore d'autres, des territoires qui misent sur le collectif pour définir une vision commune. Parce que face au changement climatique, c'est une vision très catastrophiste quand même, très sinistre. On a évoqué l'extrême droite et le Rassemblement national. On pourrait parler de Trump, on pourrait parler des guerres. Donc là, on est dans un paysage mental où la vision est plutôt pessimiste. Et comment on donne envie dans ce contexte-là ? Justement, dans mon livre, j'ai fait 3 scénarios où je me projette en 2030. Et on va dire que les 2 premiers, ils sont plutôt pessimistes. On est plutôt sur Ils le sont, je confirme. Voilà. Ouais. Et c'est de la dystopie. Et je me suis dit, c'est facile à écrire la dystopie parce qu'en effet, des fois, on est déjà dedans. Donc, on flirte avec la dystopie en permanence. Et le 3e scénario, je voulais aller vers l'utopie réaliste. L'utopie, c'est ce qui n'est pas encore advenu. Et je me suis dit, ça va être très dur à écrire. Et en fait, ça n'a pas du tout été compliqué parce que je me suis dit, tout est déjà là, en fait. J'ai déjà plein d'ingrédients qui me nourrissent. Mais on en revient à l'idée de tout à l'heure qui est que toutes ces micro-initiatives sont toujours perçues comme des petites alternatives et jamais comme quelque chose de conséquent. Et en fait, quand on les met en musique, on voit bien que toutes ces choses inspirantes, elles attendent qu'une chose, c'est à grandir et à se démultiplier. Donc ça m'a quand même donné beaucoup d'espoir parce que je me suis dit, on a quand même un paquet d'énergie et de créativité qui fonctionne bien. La preuve, elles sont déjà à l'œuvre. Par contre, il leur manque le coup de pouce. Oui, alors il y a 2 questions qui peuvent se poser là. C'est d'une part comment on met en musique, c'est-à-dire comment on harmonise, comment on met en réseau, comment on fait que toutes ces initiatives, et qui sont en fait plus que des initiatives, sont des expériences concrètes où les gens vivent normalement, j'allais dire. C'est-à-dire qu'ils en vivent et pour eux, c'est pas... comment est-ce qu'ils se coordonnent en quelque sorte pour peser ? Par exemple, déjà, on voit des collectifs citoyens qui sont en train de travailler ensemble. Je pense à un collectif dans l'Oisans, l'Oisans Project, qui communique avec Vercors Citoyens en se disant nous aussi, on veut faire bouger l'Oisans. Comment on fait ? Des fois, on a aussi les réseaux d'élus qui coopèrent, les socioprofessionnels. En fait, il y a un vrai enjeu qui est sur la coopération. Et en montagne, on a encore cette culture de la compétition. Si je reviens sur le sujet du ski, il y a toujours cette idée de qui va avoir le plus grand domaine skiable. Aujourd'hui, qui va avoir la plus grande tyrolienne, la plus grande luge d'été. Et alors que des fois, on n'a même pas 10 km, mais on se fait quand même la compétition pour essayer d'attirer le plus de clients, etc., etc. Ça, c'est vraiment une conception du monde qui est achetée. Pour moi, elle n'est pas du tout adaptée aux défis auxquels on doit faire face. Donc, ça passe par de la coopération. Ça passe par de la coopération sur un territoire, entre vallées, et puis aussi entre les massifs. C'était très intéressant de dire, en effet, la montagne, c'est pas juste les Alpes et les Pyrénées. Pourtant, quand on parle de montagne, on est toujours en train de zoomer sur les Alpes, les Alpes, les Alpes. Or, aujourd'hui, les Alpes, elles ont énormément à tirer d'enseignements de ce qui bouge dans les Vosges, de ce qui bouge dans le Massif central, de comment finalement ces territoires qui n'ont pas été dépendants d'une économie, en fait, s'en sortent peut-être mieux parce que leur économie, elle est plus diversifiée. Ils sont sur un tourisme qui est peut-être un peu plus lent, un peu plus respectueux des écosystèmes naturels. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas de distribuer les bons et les mauvais points, mais c'est à minima de coopérer pour faire en sorte qu'on s'en sorte. Parce que finalement, la question de la neige, on la retrouve dans tous les territoires de montagne. La question des glaciers, c'est pareil. La question de la mobilité, c'est pareil. De l'agriculture, c'est pareil. Donc là, il va falloir qu'on apprenne à se parler. Et coopérer, ça demande du temps, ça demande une organisation, ça demande... Et ça demande de faire évoluer les postures aussi. C'est-à-dire faire évoluer les postures, se dire que on cherche pas à être le meilleur, qu'on cherche pas forcément à avoir raison, qu'on faire ensemble, c'est difficile. Parce qu'on est quand même toujours dans un monde d'ego. Donc, on aime bien montrer qu'on a réussi et qu'on a réussi tout seul. Et l'autre question qui venait par rapport en rebond à ce que vous disiez, c'est, et 2 fois vous l'avez dit, et d'ailleurs ça se retrouve aussi dans le livre, Réinventons la montagne aux éditions du Faubourg, c'est
Oui, on est presque... Il faut le coup de pouce. Et dans le livre, d'ailleurs, vous dites c'est le global qui bloque, c'est-à-dire la décision du député, du gouvernement, du préfet, de la région, je ne sais pas quoi. Et là, vous dites même c'est un peu désespérant. Donc comment on fait ? C'est plus un coup de pouce. Comment on fait que Monsieur Wauquiez, pour être très clair, pour prendre un exemple, ne bloque pas tout en défendant les canons à neige, en défendant les modèles de ski, en s'opposant aux associations écolos et en allant en quelque sorte contre cette dynamique que vous décrivez très bien. Là, on a à nouveau un point de blocage. Bien évidemment, 2026, élection municipale, il va falloir des mobilisations à ce niveau-là. À chaque élection, il y a un enjeu de représentation. Mais je pense qu'il y a aussi un défi sur comment on change notre langage commun. Et là, ça fait toute l'articulation avec le problème des Jeux d'hiver en 2030. Les Alpes vont les accueillir donc en région PACA et en région Auvergne-Rhône-Alpes. Comment on peut dire à certaines stations vous devez activer la transition, vous devez sortir du ski, et en parallèle aller mettre 4 milliards sur la fête des sports d'hiver? C'est pas possible. Là, il y a un sujet, c'est une incohérence complète. Et donc, évidemment, ça met des freins. Parce qu'on va dans deux directions opposées. Donc, il faut réussir à créer de la cohérence dans la vision commune. Vous croyez qu'un Laurent Wauquiez, il a envie d'être cohérent avec ce que vous avez dit ? Non. Alors, comment on fait quand il y a des Laurent Wauquiez qui sont toujours là Justement, par exemple, si je reviens sur ces Jeux d'hiver, il n'y a eu aucune concertation, aucune consultation citoyenne. Donc, certains n'ont pas décidé un peu seuls quand même de ce que devait être la priorité pour les Alpes et même, j'ai envie de dire, pour les montagnes françaises en 2030 et au-delà. Ça, c'est problématique. C'est pour ça que d'ailleurs, Montagne Wilderness, avec d'autres, nous avons saisi, par exemple, la convention d'Arus en disant, mais un projet d'ampleur comme les Jeux d'hiver, il n'y a pas de débat public. Est-ce qu'on bafoue pas un peu la démocratie environnementale ? Vous posez la question, que vous donnez la réponse. J'ai oublié de dire que vous êtes présidente de Mountain Wilderness France, qui est une grande association de lutte pour préserver la montagne et lui donner un autre avenir que celui que projette Monsieur Wauquiez et lui et bien d'autres, hélas. Mais là, c'est typique. S'ils n'ont pas fait de consultation, c'est parce qu'ils avaient peut-être peur de la vie des gens. Donc, ils décident et ils vont imposer des Jeux Olympiques 2030. Ce qui me frappe quand même pour ces Jeux, en ayant lu votre livre et en vous entendant un peu, c'est que vous avez l'air de dire c'est joué. Est-ce que c'est pas un peu pessimiste de dire OK, ils vont se faire alors que c'est totalement absurde, ça va coûter énormément d'argent, alors qu'une fois de plus, on demande à la France de se serrer en partie la ceinture, et sans doute faut-il le faire un petit peu, mais pas seulement les Français de base et les Françaises de base, mais aussi les hyper riches qui d'ailleurs viennent polluer la montagne, on en a parlé. On s'apprête à dépenser 3 ou 4 milliards d'euros alors qu'on devrait réduire les déficits. Et est-ce que vous n'êtes pas trop est-ce que, après tout, c'est pas possible d'imaginer qu'on empêche ces Jeux 2030 absurdes ? En tout cas, pour moi, les Jeux sont pas encore faits. Il y a encore une petite fenêtre de tir, en effet, il faut la saisir. C'est pour ça que nous, on se mobilise sur la dimension juridique, notamment du fait de cette absence de concertation territoriale sur un événement d'ampleur. Il va aussi avoir des débats quand même dans l'hémicycle sur cette fameuse loi JO. Donc, Montagne Wilderness, on est en train de travailler avec justement nos députés pour qu'ils prennent conscience en fait de l'impact de ces Jeux. C'est compliqué quand on joue juste après Paris 2024, qui a été une belle fête populaire, de dire qu'en fait, il y a un problème avec les Jeux d'hiver. Mais les Jeux d'hiver, c'est des JO, certes, mais c'est surtout une fête des sports d'hiver, et c'est ce qui va continuer ce sentier de dépendance dans le tout-ski à une période où on a besoin de se diversifier. Donc, bien évidemment, on joue sur ce terrain-là et tant que tout n'est pas encore enclenché, on met notre énergie là-dessus. Après, pour moi, la pire des choses, ce serait que finalement ces Jeux se fassent et qu'il n'y ait rien d'autre. Parce que là, ce serait vraiment faire que nos montagnes, elles prennent 5 à 10 ans de retard sur les priorités. Et donc, avec l'association Montagne Wilderness, on a lancé début 2025 une grande consultation nationale où on a posé la question aux Françaises et aux Français, quelles sont vos idées pour protéger et faire vivre les montagnes en 2030 ? Alors, je vous donne la réponse, les Jeux,
Ils ne sont pas du tout arrivés en tête de l'affiche. Il y a eu plutôt la question de la préservation, de la sensibilisation des milieux naturels, la question de la mobilité, la question du logement. Il y a même eu le sujet du moratoire sur les nouvelles installations, sur les nouveaux projets immobiliers. Ça, c'était considéré comme des priorités par les habitants et les amoureux de la montagne. Les jeux, ils n'étaient pas au rendez-vous. Donc, voilà, pour moi, le vrai défi, c'est ça. Les jeux, ils ne sont pas faits et tant qu'on peut les arrêter, il faut les arrêter. Par contre, il ne faut surtout pas que les jeux hypothèquent d'autres possibles, d'autres futurs pour les montagnes. Parce que des priorités, on en a plein. Est-ce qu'il ne faudrait pas des oppositions un petit peu plus radicales, comme celles qu'on a évoquées, par exemple, à propos de la Grave, tout en étant non violent, enfin, sans mettre en péril aucune vie humaine, bien sûr, mais des gestes spectaculaires qui signifieraient qu'il se passe quelque chose d'absolument dingue, quoi, avec ce projet de Jeux Olympiques. Je pense qu'en effet, des mobilisations de terrain vont venir. Je pense par exemple à ce qui s'est passé à la Clusa, donc la station de ski de la Clusa, avec ce projet de retenue collinaire. Rappelons-nous, il y a eu, il y a quelques années, une mobilisation d'ampleur sur le terrain en disant « mais dans cette station, on n'a pas besoin de construire une 5e retenue collinaire, sachant que sur le territoire, quand on regarde les prélèvements en eau pour alimenter les canons à neige sont plus importants que les prélèvements en eau pour l'eau potable. Ça montre bien toute l'incohérence dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc je pense qu'en effet, ces mobilisations, elles risquent de venir très vite si à un moment les choses ne bougent pas. Mais ce qui est compliqué avec les Jeux, et on l'a vu dans les mobilisations qui ont notamment été organisées par le collectif No JO dans les Alpes en 2030, c'est que en fait, ces Jeux, c'est demain, mais c'est pas demain. 2030, c'est pas encore là, mais à la fois, ça vient très vite. Et donc, on est dans le flou pour l'instant. Moi, je suis même pas capable de dire c'est quoi totalement le cahier des charges du COJO, où est-ce qu'elles vont avoir lieu toutes les épreuves, quels vont être les projets immobiliers associés, etc. Très concrètement, on navigue à vue pour le moment côté État et région sur ces projets de jeu. Donc, tout ça crée beaucoup d'ambiguïté. C'est vrai que ça a été lancé, c'est raconté, je l'ai appris en lisant Reporter et dans Le Mal des montagnes qu'on coédite en bande dessinée avec la revue dessinée. C'est que ça a été décidé, cet investissement qui va quand même représenter plus de 3 voire 4 milliards d'euros, sans doute en bonne partie à fonds perdus, a été décidé par monsieur Michel Barnier, qui était Premier ministre quelques mois, totalement minoritaire, et c'est passé comme ça par une sorte de signature de coin de table avec le CIO, le Comité international olympique, et sans autre ville candidate, et parce qu'il n'y a pas eu de consultation. Donc là, il y a vraiment, effectivement, en plus, on est dans le flou, comme vous l'avez dit, et le désordre des gouvernements à l'heure actuelle, enfin, dans la façon même de diriger et de décider. Bon, ça c'est dit, mais vous dites aussi, vous imaginez une fête en 2030. Vous dites, OK, ils nous vendent, je retraduis avec mes mots, vous me dites si j'ai tort, ils nous vendent les Jeux Olympiques 2030 comme si c'était une fête extraordinaire. OK, on va entendre le mot fête et nous, on va imaginer une autre fête. Alors, ça serait quoi? Une fête écologique et qui ne s'engagerait pas tout et qui ne nous coûterait pas des milliards d'euros Ouais. En effet, pour moi, c'était important de penser à une autre fête des montagnes. Parce que autant, j'ai pas du tout envie d'avoir des jeux qui soient sponsorisés par Coca-Cola, Airbnb, Alibaba et où on fait la fête de la neige artificielle. Par contre, j'ai bien envie, en 2030, de célébrer des choses qui soient inspirantes pour nos territoires de montagne. Et c'est bien si 2030, ça peut être un jalon aussi qui nous permet de nous mettre en mouvement. Donc, dans le livre, je me suis lâchée et j'ai rêvé de Montagnarde, donc une grande fête des montagnes dans laquelle on valorise le sport en montagne et puis peut-être qu'on l'interroge aussi, la compétition, mais aussi avec la coopération parce que c'est intéressant aussi de travailler un peu les deux. Mais on ne fait pas même qu'une fête du sport, on valorise aussi par exemple les refuges avec pourquoi pas des épreuves où ce sont des jeunes qui doivent monter en refuge et découvrir en fait le milieu montagnard. Et puis bref, plein de choses mais qui soient pensées par les habitants des territoires de montagne et pour leur territoire. Donc vraiment le contre-pied des jeux actuels qui sont pensés par des politiques et contre les territoires de montagne. Et puis avec des idées incroyables, par exemple de faire des équipes où il y aurait des athlètes de haut niveau et des
des gens, je dirais pas comme vous et moi, mais des gens qui sont pas du tout des sportifs de haut niveau, quoi. Voilà, oui, par un moment, je pense l'idée d'une course d'orientation où à la fois il faut courir vite, mais pour gagner, il faut aussi s'y connaître sur l'environnement montagnard. Et du coup, si on a un naturaliste dans notre équipe, finalement, on va peut-être mieux s'en sortir que si on a deux excellents coureurs, mais qui n'y connaissent rien à la faune de nos montagnes. En fait, l'idée, c'était de faire le pas de côté, parce que autant je pense qu'il faut réinterroger nos manières de vivre en montagne, mais on peut aussi réinterroger nos fêtes, parce que bien évidemment, c'est important de faire la fête aussi dans nos territoires. Et ce qui me donne de l'espoir, c'est que finalement, cette utopie que moi je me suis autorisée à inventer, elle a plu à certains habitants des territoires de montagne. Et là, ils sont en train de se dire, et si on y allait ? Et donc, il y a un collectif qui est en train de se monter, justement pour organiser ces montagnards. On verra bien comment ils les appellent, mais justement pour porter un autre souffle. Et pour moi, ça, c'est très positif, parce que ça permet de se mettre en mouvement. C'est se dire, dans Belledonne, dans le Vercors, dans les Pyrénées, qu'est-ce qu'on a envie d'organiser en 2030 qui nous rendrait fiers ? Parce que ça correspond à qui nous sommes. Et puis, ça va nous permettre de bosser ensemble, quoi. Donc, c'est une utopie réaliste. Je l'espère, en tout cas. Ce que vous dites, ça s'applique qu'à la montagne ou ça pourrait s'imaginer pour la société ? J'espère que ça s'imagine pour la société. Après, moi, ce que je me dis souvent, c'est que je ne suis pas originaire des territoires de montagne, j'ai fait le choix d'y vivre. Pour moi, la montagne, elle me donne une énergie incroyable, même les jours où toutes les mauvaises nouvelles me tombent dessus, parce que tous les matins, je me lève, j'ouvre ma porte et je suis face à une force incroyable de la nature et elle me ressource. Et donc, je pense que les territoires de montagne, ils peuvent être profondément inspirants. Et c'est ça qui me donne de l'énergie. C'est je me dis, si on n'y arrive pas là, dans des territoires qui sont incroyablement beaux, avec une telle énergie humaine, ce serait vraiment dommage, alors qu'on pourrait embarquer aussi la société et être un point de repère. Des fois, regarder plus haut, c'est un point de repère. Fiona Mill, vous avez écrit « Réinventons la montagne » et on comprend bien qu'en réinventant la montagne, on pourrait peut-être réinventer la société aussi, que beaucoup des recettes fonctionnent. Et puis, Reporter publie avec la revue dessinée Le mal des montagnes, où d'ailleurs on retrouve Fiona Mill, notamment dans l'histoire incroyable et très désolante de l'ascension de l'Himalaya, mais on retrouve aussi plein de bonnes nouvelles, et par exemple l'histoire de l'Ariège et de la filature de laine, qui est une très belle histoire et que l'on raconte aussi. Fiona Mill, merci beaucoup. Merci Hervé. Reporter. Le quotidien d'écologie.